Parfait. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'organiser cette mini-conférence parce que je pensais que c'était un sujet qui est important, c'est un sujet qui pourrait intéresser plusieurs personnes, surtout les gens de mon âge, parce qu'on est, la plupart d'entre nous, on est intéressés sur le sujet, on a de l'intérêt en fait sur le sujet d'acheter une maison ou d'investir dans le domaine de l'immobilier. Alors, voilà. Et j'espère en fait que cette conférence vous permettra de commencer votre éducation financière. Tu sais, je sais que malheureusement, on est tous allés à l'école, puis on n'a pas mis l'emphase, ou les enseignants n'ont pas mis l'emphase sur l'importance de ce sujet-là ou de cette éducation-là. Donc, j'espère que ça va vous motiver à aller chercher davantage, à lire, écouter des vidéos sur le sujet, puis aussi à investir. Peut-être pas nécessairement en immobilier, mais peut-être dans d'autres domaines, dans d'autres champs. Alors, je ne vais pas m'éterniser. Je vais prier. Puis, par la suite, je vais permettre je vais laisser la parole à l'animatrice qui se présentera et qui présentera les panélistes d'aujourd'hui. Adorable Père des cieux, merci du fait que tu nous permets que tu m'as permis d'organiser cette petite conférence et que tu as permis à Perle et à Junior Valérie d'être disponibles et à Nadège également et à Douglas aussi. Alors, puisses-tu vraiment nous accorder toute la sagesse et l'intelligence dont nous avons besoin pour recevoir ce qui nous sera communiqué et pour également, mais surtout pour l'animatrice et les panélistes pour qu'ils puissent être capables de bien communiquer l'information que tu as mis en eux. Donc, accompagne-nous, je t'en supplie, pardonne-nous nos fautes, nos manquements, nos iniquités, accorde-nous ton Saint-Esprit, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Nadège. Aucun background ni connaissance sur l'immobilier, juste un bref résumé sur moi. Moi, j'ai travaillé dans la santé, mais maintenant, je suis dans les technologies de l'information en IT. Donc, je vais tout simplement présenter, poser des questions aux panélistes. Donc, on va commencer. Je vais demander à chacun des panélistes, on va commencer par Perle, hein, ma sœur. Je vais faire l'honneur à Perle de se présenter. Donc, tout simplement nous faire un bref résumé sur vous, votre parcours et votre expérience en bref sur l'immobilier avant qu'on débute la période de questions. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Perle. Jémy Vital, c'est le nom de mon mari, Perle Vital. Mon nom de famille, c'est Katende. Donc, moi, je suis bientôt conseillère hypothécaire. Comment j'ai commencé dans l'immobilier, c'est un peu par contrainte. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai acheté ma maison, puis on voulait acheter une autre maison. Notre première maison ne nous convenait pas. Donc, pour acheter l'autre maison, on savait qu'on n'avait pas un bon crédit, faites pas comme moi. Puis, on n'avait pas les revenus nécessaires, faites pas comme moi non plus. Donc, on savait qu'on devait acheter cash. Donc, pour acheter cash, il faut du cash. Donc, on s'est dit comment on peut faire du cash rapidement. On a investi dans notre maison qu'on avait, puis on en a fait un flip. Donc, on n'avait pas acheté pour flipper, mais par contrainte, je me suis mis à flipper ma maison. On a fait finalement un revenu, un profit d'environ 130 000 $. On a acheté la maison cash à 130 000 $. C'est un hasard. Et puis, finalement, on compte, là, je suis dans mon deuxième flip. Là, j'ai acheté pour rénover. Donc, on espère faire 210 000 $ de profit pour ensuite continuer dans l'immobilier. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, vu que ça m'intéressait tellement, je suis bientôt courtière hypothécaire pour apprendre aux gens comment faire. Pas seulement le flip, mais aussi les autres achats pour avoir du cash. Non, on ne t'entend pas, Nadège. Excuse-moi, on dirait que je dois arrêter de me mute. OK, donc je vais demander à Jean et Belle, Valérie, de te présenter aussi. Salut tout le monde, écoute, je suis Jean Ebel. Je ne sais pas si, écoute, s'il y a du monde qui me connaît, là, je vais admettre que les visages, je ne reconnais aucun visage. Pour me situer, là, je suis, probablement vous tous, vous connaissez Jean-Michel.
Jean-Michel Lubin, je suis le beau-frère de Jean-Michel Lubin. Je suis marié avec sa grande sœur. Puis, je suis encore sur le registre de Bethesda, un membre de Bethesda. OK? L'immobilier. Je suis un courtier immobilier et je pratique depuis 2013. Ça va faire bientôt, non, depuis 2011. Ça fait environ 12 ans là, que je suis courtier immobilier. Courtier immobilier à temps plein. À temps plein pendant les 10 dernières années. Et puis, je vais vous dire peut-être vers 2021, comme j'ai commencé à toucher autre chose, là, comme avec la COVID, là, j'ai compris qu'il fallait que je touche à plusieurs choses, que c'est pas seulement l'immobilier que je veux faire. Pendant mes 10 ans d'immobilier, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai fait beaucoup d'acquisitions, que ce soit avec des clients ou personnels. Puis pendant les questions, là, je vais pouvoir partager avec vous mes expériences personnelles, comme ce qui a trait à des flips. Oui, j'en ai fait. Oui, j'en ai acheté. Je suis désolé, là, mais je ne me rappelle pas le nom de ta sœur. Perle. Perle, c'est bien ça? Oui, Comment puis-je oublier ça? Perle, OK. Comme qu'elle a dit tantôt, là, comme des flips, il y a un moment où c'était facile de faire des flips, là. Comme quand je dis un moment, comme si on retourne même 4 ans de cela, là, avant la COVID, là, c'était facile de faire des flips. Moi-même, j'en ai fait 2, là. 2 en 2019. Puis dans les 2 en 2019, là, j'ai été capable d'aller chercher un cash flow. Là. J'ai été capable d'aller chercher presque 350 000 en cash flow pour pouvoir acheter d'autres. Là. Fait que maintenant, au moment où on parle présentement, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile d'en faire, mais c'est toujours possible. Il y a toujours des opportunités, puis il va toujours en avoir. Fait que mon background, j'ai toujours été comme un vendeur. J'ai toujours été un vendeur dans les 20 dernières années, là, comme j'ai travaillé au niveau de la vente, que ce soit chez Bell Mobilité. Et puis, à un moment donné, là, comme j'aimais tellement ça que je voulais travailler pour moi. Là. Je voulais le faire pour moi. Puis, on a acheté la première maison avec ma conjointe, on l'a acheté en 2007. Puis, je vais être très honnête avec vous, là. J'ai tellement été déçu de mon représentant, de mon courtier immobilier, là. J'ai tellement été déçu, puis là, je dis non, je ne suis pas satisfait de ce service-là. Puis je pense que la déception que j'ai eue m'a donné le goût d'aller en immobilier, d'apprendre à connaître ça. Puis depuis lors, là, je te dirais, c'est ma passion. Je fais ça, puis j'aime ça. Et puis, ce que j'aime encore, c'est ce que je fais aujourd'hui, là. Ce que j'aime encore, c'est de partager la réussite, de montrer aux jeunes comment acquérir des maisons, comment investir, comment profiter le système. Ma collègue courtier immobilier, là, courtier hypothécaire, Perle, elle va vous en parler tantôt. Là. Il y a beaucoup de choses lorsqu'on n'est pas dans l'immobilier, lorsqu'on n'a pas des amis qui connaissent ça, lorsqu'on ne pose pas les bonnes questions, ces choses-là restent tabous, personne n'en parle. Okay. C'est pour ça que ce que vous faites présentement, là, je vous félicite en tant que des jeunes, tout ça, là, qui a une certaine curiosité d'apprendre et d'investir. C'est tout à votre honneur. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton background. Douglas, si tu peux nous partager un peu tes débuts dans le monde de l'immobilier, comment tu as débuté tout cela brièvement? En fait, je n'ai pas vraiment de background en immobilier. C'est sûr que j'ai regardé quelques vidéos sur Internet, fait un peu de lecture, mais je n'ai pas d'expérience. Mon but, justement, avec cette conférence, c'est d'en apprendre un peu plus, savoir comment débuter. OK, parfait. Merci beaucoup, Douglas. OK, donc brièvement, Perle et Jean Hébel, vous avez parlé que vous avez fait des flips, vous avez mentionné vos profits autour de 130 000. On espère un gain d'environ 200 000 pour Perle. Jean Hébel qui a partagé qu'il a fait un gain à peu près de 350 000. Est-ce que vous pouvez nous raconter en des points succincts
quels sont les risques d'échec et de perte au niveau d'achat, tant pour un flip ou l'achat de l'investissement immobilier? Donc, les risques d'échec ou de perte. Jean-Hébel. Premièrement, pour être un investisseur, il ne faut pas avoir peur, des échecs, là. Les échecs, ça fait partie de l'apprentissage, OK? Moi, je vais plus du côté les avantages, OK? Je vais plus du côté des avantages. Comment acheter si je vais de mon expérience à moi, OK? Ma première maison comme que j'ai achetée, là, c'était pour habiter, c'est pour ma conjointe et moi. On n'avait pas l'intention d'investir dans l'immobilier, on était loin de ça. Comme que je vous ai dit, en 2011, j'ai suivi mes cours, puis je suis courtier immobilier, tout ça. Et dès lors, j'ai compris que l'immobilier, c'est là que ça se passe. Il y a bien des choses que lorsque j'ai acheté, moi, je ne savais pas, là, OK? Comment que tu peux acheter. Tantôt, Perle va pouvoir vous en parler tantôt, là, parce que probablement elle a suivi ses cours de courtier hypothécaire, mais elle a beaucoup plus d'expérience sur ce sujet-là que moi. Par contre, comment tu peux acheter une propriété sans même en fournir une scène? Ça, lorsque moi, j'ai su ça, c'est là que j'ai profité personnellement. Je te dirais que j'ai fait la banque travailler pour moi pour acquérir tout ce que j'ai. La première propriété que j'ai achetée, je l'ai achetée à Pointe-Calumet. C'était en 2016, je l'ai acheté à 120 000. 120 000. Automatiquement que je l'ai acheté, il y avait déjà une équité dessus. J'ai pu aller chercher 75 000 là-dedans pour la rénover. Et avec ces 75 000-là que j'ai mis là-dedans, j'ai été capable d'aller chercher une valeur ajoutée sur cette première maison-là, que la banque a évaluée. J'ai fini de l'acheter à 120 000. J'ai mis 75 000 là-dedans. Et je te dirais peut-être 6 mois après, la banque l'a évalué à 5 000. Alors, si vous faites le calcul, 120 plus 75 000, j'avais à peu près 300 000 d'équité que je pouvais investir. C'est pour ça que moi, je vais plus dans les côtés positifs, parce que les côtés négatifs, personnellement, les gens, moi, je vais parler pour ma paroisse, en immobilier, je n'en vois pas. Pourquoi que je vous dis que je n'en vois pas? Tu peux acheter une maison et si malheureusement vous le vendez à l'intérieur de 5 ans, si ce n'était pas dans le but de faire un flip, vous le vendez à l'intérieur de 5 ans, il va avoir une perte. Mais lorsque c'est le but d'acheter, c'est de faire un flip, on sait comment faire pour éviter des pertes. Ça veut dire que tu achètes rapide, puis tu fais ce que tu as à faire, tu flippes la maison. À l'intérieur de 3-6 mois, tu mets la maison à vente, il n'y aura pas de perte. Fait que, pour vous dire présentement, en peut-être 10 ans que je fais ça, je n'ai jamais eu de perte. OK. Merci, Jean-Hébel. Avant de poursuivre, je poserai la même question à Perle, si elle pourrait raconter quels sont les risques d'échec ou de perte. Est-ce que, Perle, pourrais-tu définir pour nous ce qu'est un flip? Parce que souvent, on prend pour acquis, on se parle entre nous, on dit juste un flip comme ça. Mais pour ceux qui viennent de débuter ou qui en ont entendu parler, est-ce qu'on pourrait bien définir sommairement ce qu'est un flip? C'est quoi un flip quand on dit « j'ai flip ma maison »? Un flip, là, tout simplement, c'est acheter pour revendre. Donc, techniquement, moi, dans mon cas, ma première maison que j'ai flippée, entre guillemets, ce n'était pas vraiment un flip. Parce que quand tu fais un flip dans les règles de l'art et légalement, tu dois donner un pourcentage de tes profits. Tandis que moi, ma première maison, je n'ai pas dû faire ça parce que je n'ai pas acheté dans le but de revendre. Donc, un flip, la définition courte, c'est vraiment acheter pour revendre, tout simplement. Que tu prennes 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est un flip pareil. Parce que souvent, les gens disent que si
si tu achètes pour revendre, puis finalement tu revends après 10 ans, c'est pas considéré comme un flip, donc tu dois pas de l'argent au gouvernement. C'est faux, c'est un mythe. C'est tout à fait. Je vais élaborer si vous me permettez. Mhm. Tout à fait ce qu'elle vient de dire, c'est que lorsque tu achètes dans le but, OK, dans le but de revendre, de vendre, que ce soit après 10 ans ou 20 ans, c'est un flip. OK, c'est un flip. Par contre, les gens, le mot flip, ça parle de quelque chose de rapide aussi, là. C'est un coup d'argent que tu veux faire. Oui, dans 20 ans, tu peux vendre, tu vas faire de l'argent, ça va fluctuer, bien sûr. Mais à court terme, ce que tu veux lorsque tu achètes, c'est que j'achète cette maison-là qui est en état délabré, je fais un budget pour dépenser le moins possible là-dedans et d'aller le vendre à l'intérieur d'un an ou 2 ans. Mais je vous dirais moins que ça pour aller chercher le maximum de cash. Tu fais un tape à l'œil pour aller chercher le maximum de profit et réinvestir encore. OK, parfait. Et brièvement, quand tu dis que tu dois de l'argent, est-ce que tu pourrais un peu spécifier ce que tu dis quand… Parce que est-ce que quand tu achètes à la banque, tu leur dis que c'est pour la revendre? Quand tu dis que tu dois de l'argent, c'est en termes… c'est imposable? C'est sûr que… bon, moi, je ne vais pas dire de crosser le système, mais ce n'est pas comme s'ils vont courir après toi non plus, là. Mais ça se peut que le gouvernement, quand tu fais tes impôts, ben, il te pose la question et que s'ils voient que c'est louche ton affaire, ben, ils peuvent t'envoyer en cours. Puis c'est là qu'en cours, tu dois te justifier si tu n'as pas acheté ta maison dans le but de la revendre. Donc, c'est ça. Mais ta question encore? Parce que ils vont te demander si tu l'as acheté dans le but de la revendre. Donc, ça se peut que si c'est louche, qu'on te demande. OK. OK, je comprends. Ça se peut qu'on ne te demande pas non plus, mais ça se peut qu'on te demande. Et si on te le demande, ben, tu dois donner un certain pourcentage du profit. D'accord, je comprends. Est-ce que je peux élaborer là-dedans aussi? Oui, et malgré ça, en fait, ça n'empêche pas de faire de l'argent parce qu'il y a toujours des gens qui font de l'argent avec les flips. Ce qui empêche, je dirais, de faire de l'argent, c'est si tu n'es pas une entreprise, c'est ça, si tu le fais au nom d'un particulier, si tu t'es pas enregistré comme en tant qu'entreprise, là, ça va être autour de 50%. OK. Une entreprise, ça va être 20% seulement. OK. 22%. Donc, ça n'empêche pas de faire de l'argent avec les je vais prendre une note pour Jean Hébel qui veut détailler par rapport au flip parce que dans nos questions subséquentes, on va un peu parler de l'investissement et tout ça. Donc, j'aimerais qu'on passe à la question suivante qui est de où pouvons-nous investir en tant que débutants dans le monde de l'immobilier? C'est-à-dire, quels sont les biens immobiliers les plus rentables sur le marché actuel? Donc, est-ce qu'on parle de chalets, d'immeubles, de résidentiels? Jean Hébel, vas-y, tu as commencé. OK. Parfait. Écoutez, c'est sûr que Perle va vous en parler tantôt. Pour des jeunes comme des jeunes premiers acheteurs comme vous autres, je vous dirais où commencer. Parce que lorsqu'on parle de chalets ou tout ça, là, les banques, ils considèrent ça comme des maisons, des deuxièmes maisons ou troisième maisons. Fait que à ce moment-là, ils peuvent vous demander, comme des mises de fonds, là, ils peuvent vous demander des 25% ou des fois même 35% de mise de fonds. Fait que pour des jeunes qui commencent, moi, lorsque j'ai des jeunes qui commencent, je leur conseille toujours d'aller en plex. Que ce soit un duplex ou un triplex, à ce moment-là, ils peuvent se qualifier pour avoir le minimum possible, qui est le 5%. J'en ai conseillé beaucoup d'aller comme ça, d'aller soit en plex, ou en duplex, ou en triplex. Ils peuvent aller à 10% ou 5% de mise de fonds. Mais lorsqu'on parle de que ce soit un chalet ou tout ça, là, la banque, ils vont considérer ça comme une résidence de loisirs. Tout ça, ils vont vous demander des mises de fonds beaucoup plus élevées. Pour commencer, c'est peut-être pas la bonne chose à faire pour commencer, là. OK. Merci. Perne?
Je renchéris sur ce qui vient de dire, oui. Quand ce n'est pas ta maison et c'est une maison secondaire, ça va dans les 20%. Quand c'est un triplex, quadruplex, c'est 20% si tu ne l'habites pas. OK? Donc, si tu l'habites, c'est 10%. Pour les duplex et les maisons, c'est 5%. 5%. Ouais. Donc, comme il a dit, il ne conseillerait pas quelqu'un qui... Mais de ce que j'ai entendu, moi, je ne suis pas là-dedans, mais de ce que j'ai entendu de personnes très réputées pour ça et qui ont touché à tout dans l'immobilier, les chalets locatifs, c'est très populaire et à se dire, au dire des gens qui s'y connaissent, c'est le plus lucratif en ce moment, les chalets locatifs. Mais pour les débutants, moi, je conseillerais d'aller en partenariat vu que pour la mise de fonds, c'est 20%. Donc, si ça intéresse les débutants, de chercher un partenaire pour aller là-dedans. Ou sinon, moi aussi, je partirais de mon expérience aussi, ceux qui veulent se lancer, ceux pour qui avoir un parc immobilier, c'est un objectif principal, mais qui n'ont pas les fonds ou qui n'ont pas le crédit ou peu importe, c'est de commencer par les flips. Parce que les flips, ça te permet d'avoir de l'argent à court terme. OK? Puis une fois que tu as cet argent-là, tu peux le mettre pour ta mise de fonds pour ton premier triplex. Parce qu'on s'entend, les triplex à Montréal ou peu importe, ça coûte cher. Donc, moi, je dirais d'accumuler de l'argent, même si ce n'est pas en faisant des flips, en faisant autre chose, je ne sais pas, une business ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai trouvé, pour mon cas, moi, que le plus facile, c'était des flips. Donc, c'est ça pour avoir de l'argent pour commencer dans l'immobilier lucratif, soit dans le duplex, triplex, soit, etc. OK, donc si je comprends bien, quelqu'un qui est débutant, idéalement, ça serait d'aller investir dans les duplex, la mise de duplex où tu habiterais à l'intérieur, où la mise de fonds est minimale, 5%. 5%. 5%. Et triplex, on parle de 15 à 20%. 20% de triplex? C'est 20% si tu n'y habites pas, mais c'est 10%. OK, donc 5% même si c'est un triplex ou un quadruplex ou bien... 5% pour une maison Mm-hmm. ou un duplex. OK. Et 5% pour une maison, pour un duplex. Un triplex, parce que tu habites là-dedans, c'est 10%. Triplex, 10%. OK. Ouais. Donc, il faut dire aussi, au-delà de 4, donc 5 plex et plus, c'est considéré comme un financement commercial. OK? Ce n'est pas dans le financement résidentiel. Dans le financement commercial, on va regarder le revenu du logement. On va regarder aussi tes revenus à toi et ton crédit à toi, mais la banque là, va se concentrer aussi sur le revenu du logement en tant que tel. Sur la rentabilité, qu'est-ce que ça ramène? Ouais. OK, parfait. Prochaine question. Combien de temps peut prendre l'achat d'un bien immobilier? Est-ce que le temps varie en fonction de ce qu'on achète? Par exemple, un duplex, triplex, bungalow, une mini-maison, etc. Donc, combien de temps peut prendre l'achat d'un bien immobilier? En fonction je vais répondre à ça. Combien de temps que ça peut prendre? Premièrement, pour préparer le client, tout ça, là, puis commencer le processus, tout ça, honnêtement, là, à l'intérieur de 3 mois, ça peut se faire. À l'intérieur de 3 mois, ça peut se faire. Lorsqu'on parle de 3 mois, là, on parle vraiment la préqualification. La première chose à faire, c'est de préqualifier pour savoir votre capacité d'achat. C'est à ce moment-là que moi, j'envoie mes clients. La première chose que je fais avec mes clients, là, c'est de les envoyer voir Perle pour aller chercher leur capacité d'achat. Parce que très souvent, les gens, ils disent, j'en reçois beaucoup de clients comme ça, qui disent, je veux acheter, je suis prêt à acheter. Oui, ils sont prêts à acheter, ils ont la mise de fonds, mais au niveau de crédit, ils sont pas encore prêts à acheter parce qu'ils ont des petites choses à traîner comme des petites factures. C'est très plate ce que je vais vous dire, là, mais des petites factures de téléphone, tout ça, là, ça peut vous causer beaucoup de temps. Fait que la première chose à faire, c'est de vérifier le crédit pour voir sa capacité d'achat ou s'il est capable même d'acheter. Et une fois que ce processus-là est fait, moi, je peux, selon le marché, selon les besoins et les critères du client, une transaction peut se conclure à l'intérieur de 2 ou 3 mois. Là. OK.
Est-ce que Perle, tu voulais ajouter quelque Oui, chose? je vais ajouter quelque chose. Ça, c'est pour le financement résidentiel parce que comme je parlais tantôt, il y a aussi les 5plex et plus, ça tombe dans le financement commercial. Quand c'est le financement commercial, ça peut prendre autour de 9 mois et plus, voire 1 an. Parce que le processus est long pour la banque de vérifier la rentabilité du logement. Le processus est vraiment long, donc autour d'1 an pour le commercial. OK. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des tâches à accomplir quotidiennement, donc une charge de travail associée à cette procédure d'achat? Donc, la personne qui veut acheter, est-ce qu'il y a des tâches quotidiennes qu'il a à accomplir ou c'est vraiment relégué au courtier hypothécaire et immobilier? Honnêtement, c'est vraiment relégué au courtier immobilier parce qu'une fois que je fais qualifier la personne, mon travail, c'est de lui trouver des maisons qui répondent à ses critères. Et puis, tout ce que je lui demande, c'est sa disponibilité pour visiter. Sa disponibilité pour visiter, mais il n'y a pas vraiment, parce que le travail aura été fait préalablement, que ce soit, admettons que si Perle a vérifié son dossier de crédit, il y a quelque chose à payer. Bien sûr que la personne sait que Perle va lui donner un devoir à faire. Là. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. En faisant ça, moi, lorsque je travaille avec la personne, c'est moi je m'occupe de ça pour lui trouver la maison parce que son devoir a déjà été fait. Okay. Moi, je dirais, à moins que tu n'as pas de courtier immobilier, oui, c'est long. Rechercher des maisons, c'est long. Et à moins que tu n'as pas de courtier hypothécaire pour bien te conseiller à l'achat et te préparer aussi à l'achat. Et pour aussi, on n'en parle pas, mais aussi te conseiller parce que c'est toi qui dois chercher le notaire quand tu es acheteur. C'est toi qui dois chercher aussi l'inspecteur. Donc, si tu n'as pas de gens qui s'y connaissent pour te référer aux bonnes personnes, ça peut prendre du temps. OK. Merci. On a parlé tout à l'heure de parc immobilier. Un parc immobilier? Est-ce que vous pourriez dire brièvement qu'est-ce qu'un parc immobilier? Et deuxièmement, comment on peut commencer son parc immobilier quand on a un mauvais crédit ou peu ou pas de mise de fonds? Est-ce que c'est possible? Si oui, comment y faire? Perle? Ben, je laisserai… Jean-Hébel? Oui. Comment on peut commencer? Premièrement, un parc immobilier, là, c'est la définition simple de ça, là, c'est, je dirais, comme c'est plusieurs logements qui appartiennent à une personne, que ce soit une personne physique ou une personne morale, tout simplement. Ça peut être 12 logements, comme dans mon cas. Ça peut être des amis que j'ai qui ont 160 portes, qui ont 200 portes. Ça peut être ça. C'est ça qu'on appelle un parc immobilier. Là. OK? Répète-moi la question encore. Comment on peut commencer? Exactement, oui, on peut commencer, mais quand on a un mauvais crédit ou pas de mise de fonds. Donc, vraiment, on est au début, on veut commencer ça, mais on ne voit pas que c'est possible. Est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Oui, c'est possible. C'est possible. Lorsqu'on n'a pas de bon crédit, c'est possible d'avoir quelqu'un comme Perle va plus enchérir sur ça. Un co-signateur, quelqu'un qui va pouvoir, très souvent, faire appel à des parents qui vont co-signer leurs enfants, tout ça, là, OK? Mais lorsqu'on n'a pas de mise de fonds, OK? Comment que moi, j'ai déjà travaillé avec des jeunes qui n'ont pas de mise de fonds, mais qui avaient un bon crédit et un bon travail et à acheter sans même donner une scène de mise de fonds. Très souvent, on a nos parents qui ont des maisons qui sont déjà payées ou qui a une bonne équité sur la maison. Une équité sur une maison, l'équité, ça veut dire que, comme que je vous ai expliqué tantôt, là, tu achètes une maison à 200 000, la maison prend de la valeur, la banque l'évalue à 500 000. Ça, c'est du domaine de Perle, là, elle va pouvoir vous expliquer ça. La maison vaut 300 000 de plus. Sur le 300 000, incluant le 200 000, la banque peut aller jusqu'à 80 % de ce montant-là pour vous donner. OK? Comment que moi, j'ai réussi à faire plusieurs jeunes à acheter sans donner de mise de fonds? C'est un produit qui s'appelle, je fais plus ça avec la Caisse populaire. Des prêts collatéraux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est la Caisse populaire qui vous offre ça. C'est que ta mère a je ne sais pas, un duplex là, qui est complètement payé. Toi, tu veux acheter un autre duplex à ton nom, à 500 000. La Caisse populaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste mettre une garantie hypothécaire
sur le plex de ta mère et il va te financer 100% le 500 000 que tu veux acheter sans que tu aies à mettre zéro. J'ai fait ça, pour moi personnellement, je l'ai fait 4 fois et pour des clients, je l'ai fait au moins une quinzaine de fois. Donc, le logement de tes parents ou du proche qui t'a permis d'acheter, Exactement. La banque prend une garantie pour la banque. Exactement. Il faut juste mettre une note garantie. Ça, je vais vous dire, dans notre communauté, là, que ce soit haïtien ou peu importe la nationalité, dans notre communauté, c'est très dur à expliquer ça aux parents. Pourquoi? Parce que les parents ne conçoivent pas que, en fait, ils ne comprennent pas, ils ont de la difficulté à comprendre ce que la banque veut faire, comme juste mettre une garantie hypothécaire sur leur maison. Ils ne comprennent pas que ça ne va pas augmenter leur paiement. C'est juste une garantie. Juste au cas où il arrive un bad luck, que la banque va dire, mon 20%, il est garanti quelque part. Fait qu'ils ont beaucoup de misère à comprendre ça. Mais lorsqu'ils ont réussi à comprendre ça, ils font des enfants heureux. Ben oui, j'imagine. J'imagine. Moi, juste pour clarifier dans qu'est-ce que tu dis dans le prêt collatéraux, ça veut dire que le bien du parent, le bien de la personne qui se porte garant va être pris en charge. Le maximum qui peut être pris dans la valeur, c'est 80% de la valeur du bien qui est pris en collatéraux. Et la banque, dans sa tête, elle se dit, s'il arrive quoi que ce soit, il y a une perte, ils peuvent le collecter dans la maison qu'ils ont pris en collatéral. C'est exact? Tu t'es mélangé dans deux choses, mais je vais le clarifier. Puis après ça, je vais laisser Perle aller parce qu'elle, elle est plus courtier, c'est une courtier hypothécaire, fait qu'elle va pouvoir plus clarifier ça, vulgariser ça encore mieux que moi. Ce que je vous ai dit tantôt par rapport à la mise de fonds, là, prenons par exemple, moi, j'ai une maison qui vaut 600 000. OK? Ma maison vaut 600 000. Certes, je l'ai achetée en 2007. Je l'ai acheté à 200 000. Aujourd'hui, il me reste à peu près 80 000 à payer dessus. Il me reste à peu près 80 000 à payer dessus. Fait que la banque l'a évalué à 600 000. Le 80 000 que je dois, plus l'équité que j'ai là-dedans, ils peuvent aller à ce montant-là jusqu'à 80% pour me donner comme pour que je puisse acheter d'autres maisons. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Oui, c'est comme s'ils vont prendre de ton argent, de ce que la maison vaut, pour faire comme un prêt pour acheter l'autre maison, comme mise de fonds pour l'autre maison. Exactement. Par contre, le mot prendre, ça peut sous-entendre que je vais avoir quelque chose à payer. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est une garantie que la banque met. OK. Mais ils utilisent ça dans le fond comme un crédit. Ça va être ça ton crédit. Exactement. Ça va être ça ton crédit. En fait, juste ma question était plus concentrée dans le fait, vu qu'on parle des parents haïtiens qu'ils ont peur du risque ou quoi que ce soit, dans leur tête, ils vont plus penser que s'il arrive quoi que ce soit et le jeune fait une erreur, on va venir chercher leur maison. Mais on ne va pas prendre la maison dans le fond. C'est ça que je l'ai clarifié. On ne va pas venir prendre... Exactement. D'ailleurs, c'est là leur crainte. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment difficile de leur faire comprendre que, premièrement, là, c'est rare que ça arrive. C'est rare que ça arrive. Dès que tu achètes une maison et que tu l'entretiens, la maison prend de la valeur jour 1. Ça commence à prendre de la valeur. C'est sûr que dans la vie, là, il peut y avoir des bad luck où tu achètes la maison, puis ça passe pas bien avec ta blonde ou ta femme, puis on divorce, puis malheureusement, comme la maison n'a pas fluctué, puis tu vends la maison à perte, là, à ce moment-là, la banque va aller réclamer le manque à gagner sur la maison des parents. C'est très rare que ça arrive. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont demander aux parents de vendre leur maison, ils vont juste aller chercher... C'est plus là que j'étais un peu confus. Okay. Non, ils ne vont jamais demander aux parents d'aller vendre leur maison. Ils vont tout simplement dire, OK, moi, prenons par exemple, ils vont dire que j'avais 100 000 garanties sur votre maison. La maison s'est vendue on l'avait acheté à 500 000, elle s'est vendue à 480. Fait qu'il manque un 20 000 ou un 25 000 à aller chercher. Ça va être sur la maison des parents.
Parfait, merci. Mais comme que je vous ai dit, c'est rare que ça arrive. OK. Ben, c'est bon à savoir qu'il y a un prêt collatéraux parce que souvent, les gens se disent, j'ai un mauvais crédit, je n'ai pas de mise de fonds. Ben, il n'y a rien à faire, je ne peux juste pas acheter, mais il y a des solutions envisageables. Donc tu as mentionné donc co-signataire, quelqu'un pour co-signer qui se prête garant et des prêts collatéraux, quelqu'un qui a une maison et qui peut faire un prêt collatéral. Une maison qui a de l'équité dessus, oui. Oui. La famille Aristide, on va pas, si on a le temps, après que j'ai fini de poser toutes les questions, je vais poser votre question, ne vous inquiétez pas. Yézi, est-ce que tu voulais rajouter, et la famille Dassigli aussi, on va prendre les questions parce qu'on doit finir à 21h au plus tard. Donc, si j'ai fini de poser mes questions aux panélistes et qu'il nous reste du temps, je vais poser vos questions. Je ne vous oublie pas, famille Aristide et famille Dassigli. Perle, tu voulais rajouter quelque chose pour les gens qui veulent débuter, qui ont mauvais crédit et qui n'ont pas de mise de fonds? C'est ça, en fait. Il y a des programmes municipaux, par exemple, les grandes villes, Québec, Montréal et les autres grandes villes, qui offrent des programmes pour les familles qui ont un revenu brut maximum de 150 000 $. Il faut être en couple avec ou sans enfants ou alors être une famille monoparentale. Et il y a d'autres critères, mais ça, il faut aller sur le site, dépendamment de la municipalité dans laquelle vous êtes, qui offre de vous prêter les 5, ça va jusqu'à 5,5 %. Il vous offre de vous les prêter, donc la mise de fonds nécessaire pour l'achat, sans intérêt ni versement. Okay? Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui se qualifient pour ces programmes municipaux. Il y a aussi le fait d'avoir le Love Money. Le Love Money, c'est tout simplement avoir un don d'une personne, un ami, une tante, une personne de la famille. Bref, c'est ça, d'avoir un don. Donc, les mises de fonds, ça peut être entièrement grâce à un don. Okay? Il y a des fois aussi que tu peux avoir une partie de ta mise de fonds qui vient de tes poches et une autre partie qui vient d'un prêt d'un proche ou d'un prêt, tu ouvres une marque de crédit ou etc. Le pourcentage dépend des banques. Il faudra vérifier. Aussi, il y a aussi le fait d'acheter avec plusieurs personnes, comme je l'ai dit au début, d'avoir un partenaire d'affaires. Ça permet aussi d'acheter sans mise de fonds. Lui offre, offre la mise de fonds et vous, peut-être, selon vos ententes, ben, vous recherchez le deal, vous faites les rénovations, peu importe, vous faites ce que vous avez à faire. Il y a aussi, comme il a dit tantôt, utiliser l'hypothèque d'un proche en garantie. Ça aussi, les banques offrent ça. Et la location avec option d'achat, ça aussi, c'est un moyen d'entrer dans l'immobilier si on a un mauvais crédit ou pas de revenus. Parfait, merci. Je vais ajouter par rapport à la dernière partie que tu disais de commencer avec un partenaire. Est-ce que vous suggérez pour quelqu'un qui n'a pas de mise de fonds ou un mauvais crédit de commencer seul ou bien avec un partenaire? Moi, je dirais, ça dépend, il faut évaluer vraiment, évaluer ce qu'on aura à gagner ou ce qu'on aura à perdre. Moi, personnellement, je perdrais de m'associer avec quelqu'un, donc je le fais tout seul. Mais il y a des gens qu'avec un partenaire, ça irait plus vite, ils auraient plus de logements, plus de revenus, donc ça dépend, il faut vraiment évaluer ses besoins et ses risques. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. OK, parfait. Jean-Hébert, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'achat avec partenaire ou seul? Tout ce que, pour l'avoir déjà fait, achat avec des partenaires, oui, j'en ai déjà fait. La chose qui est la plus importante à faire, c'est de tout simplement d'avoir des valises comme à savoir que on est partenaire, on achète ensemble, tout va bien. Mais il faut toujours avoir des clauses notariées quand que ça va mal aller. Parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut prendre des décisions. Parce que quand ça va mal, là, ça va mal, il n'y a personne qui est parti. C'est vraiment lors de l'achat, on est tous contents. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir des clauses pour savoir que, OK, quand ça ne va pas bien, qui rachète l'autre et comment que ça se passe, comment que ça se fait. C'est tout simplement ça que je peux vous donner comme conseil pour l'avoir fait moi-même. Mais oui, c'est une façon d'avoir accès à l'immobilier plus rapide parce que j'en ai déjà fait 2 personnes qui se mettent ensemble. Il y en a une qui n'a pas de
qui n'a pas un bon crédit, mais qui a la mise de fonds, et tandis que l'autre qui a un bon crédit, qui a un bon emploi, mais qui n'a pas de mise de fonds, et ils se mettent ensemble et ils achètent. On ne vous entend pas. Oups, je suis sur mute. Pardon, je me suis mute, pardon. OK, merci pour ces conseils. Est-ce qu'on doit s'entourer de professionnels? Évidemment, on doit s'entourer de professionnels avant l'achat d'une maison. Quelles sont les entreprises ou les professionnels qu'il faut absolument s'entourer lorsqu'on est à la recherche de maison ou qu'on est dans le processus d'achat? Qu'est-ce que vous suggérez, Perle? Moi, je suggère fortement un courtier hypothécaire. La différence d'aller vers sa banque et d'avoir un courtier hypothécaire, bon, il y a toujours des bons conseillers dans les banques, ça dépend. Mais je dis que les courtiers hypothécaires, vu qu'ils sont travailleurs autonomes, ils offrent un excellent service à la clientèle. Donc, point de vue conseil, merveilleux. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas à l'achat d'une maison que le courtier hypothécaire va t'éclairer là-dessus. Je te donne un exemple simple et banal. Exemple, tu achètes une maison, mais toi, tu comptes, tu sais que tu ne vas pas rester ici dans la maison plus de 3 ans. Tu sais que dans 3 ans, tu vas déménager. Puis toi, tu ne le sais pas, tu signes pour un terme, ton contrat, c'est un contrat fixe de 5 ans. Donc, à la vente, après 3 ans, tu vends ta maison, tu as des pénalités parce que toi, tu as signé pour 5 ans. Mais si tu aurais rencontré un courtier hypothécaire, puis parce que le courtier hypothécaire te demande, dès la première rencontre, il te demande c'est quoi tes objectifs. Si le courtier hypothécaire est au courant que tu comptes vendre ta maison dans 3 ans, il va te conseiller de ne pas signer pour un contrat de 5 ans, mais plutôt de prendre un terme de 3 ans. Donc, ça t'éviterait à la vente de la maison d'avoir une pénalité. Ça, c'est comme un simple fait banal, mais auquel on ne pense pas et qui peut te coûter des milliers de dollars. OK, parfait. Donc, courtier hypothécaire pour toi, est-ce qu'il y en a un autre qui te vient en tête? Oui, vu qu'il est conseiller immobilier, il va parler pour sa paroisse, donc je le laisse parler. C'est sûr que, regarde, comme Carl vient de dire, là, en tant que courtier immobilier, personnellement, on ne refait jamais le client d'aller à sa banque. On a des contacts de courtiers hypothécaires, des développeurs, des directeurs. On les envoie toujours vers ces gens-là. La raison est si simple. Lorsque tu vas à la banque, la personne qui prend ton dossier en charge, cette personne-là, il y a un horaire de 9 à 5. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que moi, lorsque j'envoie un client à Perle, il sait qu'il travaille avec un courtier, puis le courtier, pour que le courtier lui réfère d'autres clients, elle va faire des suivis, tout ça. Tandis que moi, lorsque j'envoie un client à la banque, c'est toujours moi qui dois courir après la banque. Fait que, puis, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Si le dossier prend 3-4 jours de plus, il s'en fout, là. Tandis que Perle, en tant que courtier hypothécaire, il connaît comme les gens de la banque, les directeurs qu'il faut qu'ils appellent pour approuver ça, pour demander des approbations supplémentaires, tout ça, là, ça se passe bien comme ça. Fait que les deux, pour commencer, là, c'est d'avoir premièrement un courtier immobilier et qui va te référer à un courtier hypothécaire. Parfait. Merci. On prend notre courtier hypothécaire et courtier immobilier. Courtier immobilier d'abord. Immobilier d'abord. Ben oui, sinon, sans immeuble, il n'y a pas de courtier hypothécaire. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur parc immobilier sans aucune dette? Quels sont les avantages et les désavantages de procéder de cette manière, d'avoir un parc immobilier et avoir zéro dette? Est-ce qu'il y a des avantages uniquement ou est-ce qu'il y a avantages et désavantages? Perle? Ça, c'est moi qui ai posé la question, donc j'attends. C'est toi qui posais la question. Okay. Jean et Belle, est-ce que tu as une réponse pour nous? Est-ce qu'il y a des avantages et des désavantages à procéder de cette... Des avantages, je ne dirais pas des avantages qu'il y a des avantages. Mais moi, je vais vous dire comme en tant qu'investisseur, je ne vois pas pourquoi que j'aurais de l'argent là à la banque qui dorme puis je ne fais rien avec. Fait que c'est pas vrai que je vais avoir 6 ou 7 plex qui a plus d'hypothèque dessus puis l'argent reste là. Fait que les investisseurs que je connais, ils font ce qu'on appelle un roulement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'équité sur la maison, ils vont aller prendre sur cette maison-là pour acheter d'autres, pour acquérir d'autres. Et c'est comme ça qu'on devient avec un parc immobilier à 200 portes,
Quand je vous parle de porte, pour clarifier, là, lorsqu'on parle de porte, un duplex, tu as 2 portes, un triplex, tu as 3 portes. Si tu as un duplex et un triplex, tu as 5 portes, puis ça va de suite. Là. OK, Fait parfait. que je vous dirais que c'est rare que les gens, ils restent comme ça, que c'est payé, puis ils ne vont pas prendre l'équité pour aller chercher d'autres. Là. Et quand tu dis équité, c'est que la maison, l'hypothèque est payée, donc on prend le profit de la maison. C'est ce que tu dis quand tu dis équité? En fait, la maison est payée. Oui. Prenons par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai fait, un achat que j'ai fait en juillet dernier. Puis ça vient d'avoir. J'ai une maison où elle était presque finie de payer, là. Presque finie de payer. Puis j'ai pris ça, c'est pas un collatéral que j'ai fait, là. C'est juste que personnellement, j'aime pas ça, que la maison soit payée puis il n'y a pas de dette là-dedans, là. Fait que il y avait un quadruplex à vendre à Montréal, fait que j'ai pris 300 000 là-dedans pour acheter le quadruplex. Fait que son hypothèque présentement, là, comme l'hypothèque de l'immeuble se paye toujours, ça se paye toujours, mais j'ai réhypothéqué pour pouvoir agrandir mon parc immobilier. OK, je comprends. Perle, tu voulais ajouter sur le terme d'équité? L'équité, en fait, c'est comme il a dit aussi, si bien tantôt, c'est que ta maison prend de la valeur. C'est pas nécessaire. Ça peut être aussi que tu as payé, tu as presque fini de la payer. OK? Mais c'est aussi que quand ta maison prend de la valeur, je te donne un exemple. Avec ma première maison qui a coûté 89 000, j'ai mis 70 000 de réno. Elle ne vaut pas 160 000 après. Là. Elle vaut autour de 300 000. Donc, la banque va chercher un évaluateur. L'évaluateur va venir pour confirmer qu'effectivement, après les travaux, ma maison vaut maintenant 300 000. Donc, quand l'évaluateur va confirmer ça à la banque, si je demande, par exemple, de réhypothéquer la maison, la banque pourra me donner 80% du 300 000. Donc, 80% de la valeur actuelle de ma maison. C'est ça l'équité. OK. Parfait. C'est comme ça parce que je voulais répondre à ça, à la question comment faire grandir un parc immobilier. Donc, les gens qui font grandir le parc immobilier rapidement, ils utilisent ce principe de l'équité, d'aller chercher l'équité pour aller racheter un autre immeuble avec l'équité qui a été donnée par la banque. Donc, par exemple, ils vont acheter un triplex qui a besoin de rénovation, ils vont le rénover. Et puis là, la banque va leur donner 80% de la valeur actuelle après les rénaux. Et avec ces 80%, ils vont mettre, je ne sais pas, 10%, 20% avec un quadruplex, etc. Ils vont continuer le même principe. OK, parfait, merci. Est-ce que, bon, ça va avec l'autre question, là, on a défini l'équité. Est-ce que c'est c'est ce terme que les gens appellent le cash flow? Non. C'est du cash flow. Parce que vous me dites qu'ils vont prendre cette équité pour se procurer un autre bien. Est-ce que cette équité devient maintenant après un cas, parce que ça devient un moyen d'acheter un autre bâtiment? Est-ce que c'est le cash flow? Sinon, qu'est-ce que le cash flow? Je vais laisser Perle répondre à cette question-là. Tu peux aller, je vais renchérir. J'ai beaucoup parlé. Vas-y, Jaïbel, je te laisse la parole. 2 secondes. Je pensais avoir mis mon téléphone sur Do Not Disturb. Parfait. Est-ce que... Allô? Oui, on t'entend et on te voit. OK, parfait. Oui, le cash flow pour moi, là, comme c'est sûr que le courtier hypothécaire va te dire différemment, mais pour moi, l'équité, là, c'est de prendre de l'argent, c'est d'avoir de l'argent, puis de faire rouler, de faire un roulement, comme que je viens de vous dire tantôt, là, comme de prendre de l'argent que j'avais sur l'autre maison et puis d'acheter d'autres. Pour moi, c'est la même chose, là. OK. On peut l'utiliser de différemment, on peut l'utiliser de différentes façons. C'est la même chose. OK. OK. Moi, je dirais le cash flow. Quand on parle de cash flow dans l'immobilier, c'est combien te rapporte le logement. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire?
Combien d'argent te revient dans tes poches après avoir payé? Le cash flow, en fait, c'est le flux de l'entreprise. Oui. Combien te rapporte? C'est par rapport à l'évaluation de la banque, par rapport je dirais, par rapport comme aux baux qui ont été signés, tout ça, là, comme est-ce que la maison, après que tu aies fini de payer l'hypothèque, est-ce qu'il y a dessus, est-ce qu'il reste encore de l'argent? Est-ce que ça te permet de vivre encore là-dedans? Là? OK. OK, parfait. Merci. Merci d'avoir clarifié le tout. Prochaine question. Quels sont les avantages et les désavantages lorsqu'on investit à l'étranger tout en restant au Canada? Est-ce qu'il y a des avantages? Oui. Quels sont les désavantages? Fern? Ça ne relève pas de ton expertise? Jean Hébel, est-ce qu'il y a des avantages et désavantages d'investir à l'étranger et de demeurer dans un autre pays? Écoutez, je vais répondre à cette question-là parce que je suis en processus, moi, pour acheter quelque chose en République dominicaine. C'est sûr qu'il y a des désavantages là-dedans parce que tu ne connais pas le système de l'autre pays. Tu ne connais pas le système de l'autre pays. Ma conjointe et moi, on est en processus d'acheter un condo en République dominicaine. Oui, j'ai des bons conseillers là-bas, mais je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la situation. Je ne maîtrise pas la situation comme, prenons par exemple, je suis en train d'acheter un condo et que j'ai déjà donné une mise de fonds initiale. Par contre, je fais des paiements jusqu'à ce que j'arrive à 50% et la banque là-bas commence à me financer lorsque moi, j'aurais payé 50%. OK. Fait que, pour vrai dire, c'est que pour acheter à l'étranger, il faut avoir des reins solides. OK. Dans le fond, il faut que tu fasses confiance, il faut que tu sois prêt à perdre sur ton investissement, à t'entourer. À t'entourer de bonnes personnes, parce que perdre, moi, j'aime pas le mot perdre. Parce que dès que j'évalue qu'il y a une possibilité de... On t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On t'entend. OK, je pense qu'il était déchargé. Oui, c'est ça, je vous dis, comme, j'aime pas, moi, écoute, j'analyse tellement mes affaires, dès qu'il y a une possibilité de perdre mon investissement, j'irai pas, j'avance pas là-dedans. Fait que c'est vraiment de s'entourer de bonnes personnes, puis de faire confiance. Puis, présentement, je suis là, je suis en processus 2, ça va bien. OK. Ça va bien, puis je fais confiance, puis ça va bien. OK. Est-ce que tu suggérais qu'on connaisse quelqu'un qui habite sur place personnellement ou bien tu dirais juste de t'entourer de bons professionnels? De connaître quelqu'un qui habite sur place. OK. Parce que moi, si je n'avais pas quelqu'un qui habite sur place, je ne l'aurais pas fait. Absolument. OK. Excellent, merci. On va passer à la prochaine question. Quels sont vos trucs? Est-ce que vous avez des trucs et des astuces pour diminuer l'impôt, peu importe qu'on soit propriétaire ou locataire, ou des manières un peu sans frauder, évidemment, là, mais des trucs et astuces, des trucs qu'on ne connaît pas nécessairement pour réduire l'impôt? Perle, est-ce que... Oui, comme je te dis au début, c'est d'avoir une entreprise enregistrée. Donc, d'avoir spécifiquement un compte de gestion. Ça te permettra en immobilier de payer tes taxes 22% à la place du 40%. Ce que Perle vient de dire, là, c'est que présentement, ma conjointe et moi, nous sommes en train de faire exactement la même chose parce qu'on a 12 portes. Puis, ces portes-là, les revenus locatifs que ça amène, le gouvernement,
ils nous chargent, ils ajoutent ça sur le revenu, sur nos revenus personnels. Qui fait que on passe pour des gens comme hyper riches, pour autant, on ne l'est pas vraiment. Fait que là, on est en train vraiment là, comme d'incorporer tous nos logements pour que les logements soient à part, pour que ça ne se mélange pas avec nos revenus familiales. OK. Donc, c'est d'avoir vraiment une entreprise enregistrée et d'avoir un compte. C'est une entité différente que Exactement. Mais sinon, dans la légalité, il n'y a pas de façon, j'en connais pas en tout cas, moi personnellement, d'éviter les taxes. Moi, je dis toujours à mes clients, donnez à César ce qui est à César. Oui, c'est ça. Mais on peut réduire, on peut trouver des manières de réduire. Il faut payer. On consomme de la société, on vit en société, il faut le payer. Mais est-ce qu'il y a des moyens où on peut réduire ce qu'on paye? Là, vous nous avez dit d'incorporer. Est-ce qu'il y en aurait d'autres ou c'est… Dans le cas de Perle, comment ça peut se faire, comme dans les flips qu'elle a faites, dans les flips que moi j'ai faites, c'est de garder toutes les factures. De garder toutes les factures. Là, tu fais ce qu'on appelle un flip, c'est que tu achètes la maison à 100 000. Un exemple très clair, tu achètes la maison à 100 000. Tu le vends à 250 000. OK? Dans le 100 000, lorsque tu le vends à 250 000, tu as un profit de 150 000. Le gouvernement va enlever le 100 000 que tu as acheté. Et bien sûr, les factures que tu as, il va enlever ça. Dans le 150 000, une fois que tu enlèves ça, il y a un 50% qu'il ne te facture pas dessus. Puis sur l'autre 50% du profit, c'est 25% qu'il te charge. C'est ce que moi, j'ai déjà payé. Je ne sais pas si c'était un peu clair pour vous. Est-ce que tu veux que je répète? Non, c'était clair. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que Jean Hébel répète? Perle, est-ce que tu peux partager ça aussi? Est-ce que tu as eu c'est vrai que tu m'as dit que c'était la première, c'était pas dans le Il y a Chan qui aimerait qu'on répète. Perle, tu peux aller dire ce que tu voulais dire et Jean Hébel va répéter ça. Ma première question, en fait, pour Jean Hébel, c'était, donc, tu vas aller dans le financement commercial, c'est ça? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Parce que je conseille pour ceux qui comptent grandir un parc immobilier, même si c'est le premier logement, d'aller déjà en commercial. Donc, il faut avoir une compagnie, s'enregistrer en tant que compagnie ou un individu peut… Il faut avoir une compagnie, OK, d'aller dans l'investissement commercial. OK. Si, Jean Hébel, tu pouvais reprendre l'exemple que tu as dit. Ce que j'avais dit, tu achètes une maison à 100 000, tu dépenses 50 000 là-dessus pour faire un flip. Tu arrives à le vendre à 250 000. C'est un exemple très clair. Tu arrives à le vendre à 250 000. Le profit de 150 000, lorsque tu le vends à 250 000, le gouvernement il va prendre en considération que tu l'avais acheté à 100 000. Fait qu'il y a un 100 000 qui vont enlever que tu n'auras pas de taxe. Le 50 000 que tu as investi là-dedans pour rehausser sa valeur, il va l'enlever aussi. Maintenant, dans le net de ce qui reste comme profit, 50% de ce profit-là est non taxable et l'autre 50% est taxé à 25%. OK. C'est ce que moi, j'ai fait, c'est ce que j'ai payé comme il y a environ 3 ans de ça. Oui, sauf si tu es enregistré et tu as un compte de gestion. Si tu as enregistré un compte de gestion, ça c'est au lieu de 50% sur ton profit et 25% sur… Donc, c'est 22%. Donc, on parle de la moitié moins imposable lorsque tu as fait ce flip-là avec une entreprise, au nom de ton entreprise. Donc, les amis, incorporez-vous. Ça ne vient pas gratuitement, mais faites des démarches auprès d'avocats en droit commercial. Bien, le prix en vaut la peine de s'enregistrer. Nous, quand on a su tout ça, on a fait les modalités pour s'enregistrer. Ce n'est pas seulement ça le seul avantage. L'avantage aussi, c'est que quand tu fais une flip, ça te permet à la revente de la vendre avec garantie et non sans garantie. Nous, parce qu'on n'était pas enregistré, on l'a vendu sans garantie. Et sans garantie, il y a des gens qui sont plus réticents à acheter ta maison.
Et sans garantie, le courtier immobilier pourrait me confirmer, mais moi, j'ai vu qu'avec sans garantie, quand tu vends ta maison sans garantie, c'est 10% moins cher que la valeur marchande. Oui, ça se varie entre 8 à 10% de moins. Oui. Donc, on parle d'un pourcentage quand même substantiel. Donc, quand tu es enregistré, ça te permet de vendre avec garantie parce que s'il y a un recours, le recours n'est pas sur ton nom. Le recours n'est pas personnel, le recours est au nom de la compagnie. Ouais. Parfait. Donc, on parle d'un moins gros casse-tête et si on deux entités différentes. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter quand on parle de professionnels avec qui s'entourer, courtier hypothécaire, courtier immobilier, mais je crois comprendre aussi qu'un avocat aussi, ça serait bien de connaître un avocat, là, mais si on ne veut pas payer. Un avocat, un notaire, puis un fiscaliste aussi. Oui. Quand vous parlez de garantie légale, brièvement, qu'est-ce que c'est, Jean Hébel? Garantie légale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu vends quelque chose au Québec, le Code civil dit que ce que tu vends, tu dois le garantir. Fait que s'il arrive quelque chose, la personne peut retourner contre toi. OK? Il y a la façon qu'on vend des choses sans garantie légale. Prenons par exemple que au nom personnel, j'ai un duplex ou un triplex à vendre que je n'ai jamais habité là-dedans. Je ne peux pas garantir que je connais l'immeuble au meilleur de ma connaissance. La maison que je vends présentement, la maison que je suis présentement, que j'ai présentement, c'est ma propriété. Alors, c'est sûr que je suis au courant de cette maison-là, qu'il y a 20 ans ou il y a 10 ans, j'ai déjà eu un dégât d'eau. Lorsque je vais vendre cette maison-là, je vais remplir ce qu'on appelle la déclaration du vendeur. Dans la déclaration du vendeur, il te demande de répondre à tout ce que tu sais au meilleur de ta connaissance sur la maison. Et tout ce que tu dis, c'est que tu le garantis. Tu ne peux pas mentir. Lorsque la personne va acheter, la personne va signer la déclaration du vendeur. Fait que oui, j'ai pris connaissance de tout ce que tu as dit sur la maison. OK? Lorsque cette personne-là achète la maison et que 5 ans plus tard, il y a un voisin qui lui dit « Est-ce que tu savais que cette maison-là, il y a 20 ans de ça, 25 ans de ça, il y a eu un suicide là-dedans? » La personne qui a acheté ma maison, là, si elle savait qu'il y avait un suicide dans la maison, elle ne l'aurait peut-être pas acheté. À ce moment-là, vu qu'il y a ce qu'on appelle la garantie légale, j'ai vendu avec la garantie légale, cette personne-là peut 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut retourner après moi. Peut même si je ne suis pas là, peut même retourner après mes enfants là, qui ont hérité mon héritage. Mm-hmm. Et peut te poursuivre. Pardon? Et peut te poursuivre, j'imagine? Oui, la personne peut te poursuivre. Tandis que lorsque tu vends sans garantie légale, bien sûr, comme on a dit tantôt, lorsque tu vends sans garantie légale, c'est toujours, ça varie entre 8 à 10% de moins. Mm-hmm. La personne achète en connaissant de cause que, regarde, je te vends la maison, tu le prends tel quel, tu ne peux pas revenir contre moi. Pas de remboursement. Oui, c'est pour ça que dans les cas où on va avoir des maisons qui se vendent sans garantie légale, les reprises de finances, les banques, ils vont te vendre ça sans garantie légale parce qu'ils te vendent ça et ils ne veulent plus rien savoir de ça. Les personnes âgées, les personnes qui vendent leur maison, pour aller dans une résidence, un bon courtier va leur suggérer de mettre vente sans garantie légale. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui leur retourne 5 ans après pour dire que, regarde, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça. Certes, ils ont perdu 10% de leur valeur de la maison, mais ils ont l'esprit tranquille. L'autre aussi, comme que je vous ai dit, pour la situation des plex et duplex que tu n'as jamais habité. Fait que c'est toutes des situations que tu peux vendre sans garantie légale. Parfait, merci d'avoir clarifié le terme. En combien de temps approximativement un investissement dans l'immobilier peut commencer à générer des profits? Donc, grosso modo, en combien de temps à peu près? Perle. Ben, ça dépend de ce que tu fais. Pour un flip, tu peux le faire en 4 mois.
Pour un immeuble, ça, je ne suis pas encore entrée dedans. Les courtiers immobiliers pourraient le dire, mais pour un flip, ça peut être court, ça peut être 4 mois. En 4 mois, on peut générer des profits après avoir investi là-dedans? Oui, dès la vente Dès la vente? OK. Oui, tout à fait ce que Perle a dit. Un flip, là, parce que le but d'un flip, là, comme très souvent, là, c'est pour faire de l'argent assez rapide. C'est sûr que des fois, il y a des flips que tu peux faire comme à long terme aussi, là, mais le but, c'est vraiment, très souvent, j'ai des clients là, qui vont aller vers des prêteurs privés qui ont des taux d'intérêt à 12. Aujourd'hui, on parle des taux d'intérêt à presque, au privé, là, à presque 16%. Ces gens-là, ils achètent, ils veulent vendre le plus rapide possible pour pouvoir payer le prêt privé. Fait que ça, pour un flip, 3, 4 mois, 6 mois, c'est correct. Par contre, un couple ordinaire qui achète une maison, OK? C'est sûr que dans le marché qu'on est présentement, c'est un peu différent. Mais si tu achètes une maison et que tu vends la maison à l'intérieur de 5 ans, très souvent, il y a une perte. Parce qu'il faut comprendre, lorsque tu achètes une maison, pas dans le but de la flipper, là, il y a beaucoup d'investissements, là, comme, écoute, il y a la taxe de bienvenue que tu dois payer. Très souvent, la taxe de bienvenue, si tu achètes une maison à 500 000, ça va être un montant de presque, ça dépend de quelle ville que tu es, c'est 5 à 6 000 que tu dois payer. Le déménagement, le notaire, tout ça. Fait que c'est sûr qu'à l'intérieur de 5 ans, quand tu vends, la perte est là. Mais dans le marché qu'on est présentement, j'ai déjà des clients qui ont acheté, puis malheureusement, après un divorce, ils ont vendu et puis ils ont quand même fait du profit. OK, merci. Est-ce que c'est trop risqué d'acheter des immeubles centenaires? Donc, est-ce qu'il y aura trop de rénovations à faire quand on parle des années, là, on est en 1920, 1925? Est-ce que c'est trop risqué? Ben, moi, pour l'avoir fait, c'est ma deuxième fois maintenant. Je dirais que non, il faut juste s'entourer de personnes qui s'y connaissent. Si tu ne te connais pas, tu t'entoures de personnes qui s'y connaissent, charpentiers, peu importe, de personnes qui l'ont déjà fait ou qui s'y connaissent, qui ont de l'expérience. Et aussi, il y a toujours, quand tu achètes une propriété, c'est toujours conseillé d'avoir un inspecteur. Donc, tu fais inspecter la maison. Et avant de débourser les fonds pour faire inspecter la maison, je conseille vivement de faire venir déjà quelqu'un qui s'y connaît. Comme ça, tu ne gaspilles pas 1 500 $ à chaque fois que tu veux acheter une propriété. Et finalement, l'inspecteur dit, il n'y a rien à faire, la maison est pourrie. OK. Merci. Jean-Hébert, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Exactement, c'est ce que je voulais dire. Que ce soit la maison, moi, ce que je dis à mes clients, que la maison ait 100 ans ou c'est une maison de 1919 ou 1920, ou une maison de 2020 ou 2023 qui vient d'être construite. Dans une maison, là, peu importe, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Ça prend toujours un inspecteur. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui achètent des maisons juste pour avoir une chance, parce qu'il y a beaucoup de surenchères, juste pour avoir une chance, ils enlèvent la clause de l'inspection. Ce que je refais, je dis toujours à mes clients, comme une maison, ce n'est pas une chemise que tu achètes chez, je ne sais pas, là, à 50 $ que tu ne mets pas et puis tu le mets dans le fond de ta garde-robe, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est l'investissement que, pour la majorité de nous, c'est l'investissement le plus important qu'on aura à faire dans notre vie. Alors, il faut prendre le temps de bien évaluer, d'avoir un inspecteur en bâtiment qui va te dire, parce que l'inspecteur en bâtiment, là, comme lui, c'est ça son travail, c'est d'aller voir ce que moi, en tant que courtier, je ne vois pas et que c'est toi, en tant que, c'est la première expérience que tu as dans une maison que tu ne vois pas. Et là, il va te donner tous les bobos qu'il y a dans la maison. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il te donne les bobos, là, que tu ne dois pas acheter la maison. Mais au moins, tu vas acheter une maison que tu sais qu'est-ce qu'il y a à faire éventuellement dans la maison. Et des fois aussi, il y a des clients, suite à l'inspection, qui vont se désister, qui disent « Oui, j'étais prête à investir un peu, mais là, c'est trop. » La recommandation, que la maison est une maison centenaire ou une maison 2023, il faut toujours avoir un bon inspecteur. Okay.
Parfait, merci. Dernière question. En cas d'achat d'un terrain, il y a des rumeurs ou on a entendu parler qu'il existe un règlement récent qui interdit de construire sur un terrain, bien que le terrain soit à usage résidentiel. Toutefois, on peut tomber sur des vendeurs qui les vendent quand même, ces terrains-là, résidentiels. Toi, tu l'achètes, tu te rends compte que tu ne peux pas bâtir dedans. Est-ce que c'est vrai ou c'est une rumeur, ça? Quelqu'un qui vend un terrain résidentiel, puis après, tu l'achètes, tu te rends compte, tu vas à la ville, puis on dit « Ah non, tu ne peux pas bâtir sur ce terrain-là. » C'est possible? Je vais répondre à cette question-là. La première chose qu'on doit faire lorsqu'on achète un terrain, c'est vraiment de vérifier avec la ville, même si que le terrain, là, comme il y a une maison à côté, tout ça, ou une autre maison à côté qui est bâtie, c'est toujours de vérifier avec la ville pour voir est-ce qu'on peut bâtir. Est-ce que le plan que tu as, est-ce que la ville accepte ça, tout simplement? C'est la première chose à faire. Même si ce terrain est affiché terrain résidentiel à vendre, il faut aller vérifier avec la ville? Il faut toujours vérifier. Parfait. Toujours vérifier. OK. OK, donc, vérifier avant l'achat. Vérifier avec la ville, avec ton plan architectural, parce qu'il faut savoir s'ils vont valider le plan. Exactement, exactement. OK. Donc, il faut déjà avoir ton plan architectural en main avant même de penser acheter un terrain. Ben, je ne dirais pas d'avoir ton plan, mais d'aller vérifier avec la ville pour savoir que l'usage que tu veux faire sur le terrain, est-ce que c'est permis? OK. Parce qu'il y a des terrains où il y a des rues, où il y a des maisons unifamiliales. Il est permis de construire un triplex ou un duplex. Mais il n'est pas permis de construire un quadruplex, un cinqplex. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller vérifier avec la ville pour savoir que l'usage que tu veux faire, la ville le permet d'abord avant d'acheter le terrain. Parfait. Merci. Perle, tu voulais ajouter quelque chose? Non. OK, parfait. Donc, on va passer à la période des questions. Je vais aller avec la première question qu'on avait de la famille Aristide. Lorsqu'on parlait de premiers acheteurs qui n'avaient pas de mise de fonds ni de bon crédit, et vous nous avez parlé de trucs et astuces qui étaient possibles. Et la question est la suivante. Est-ce que c'est sage d'avoir un co-signataire lorsqu'on a un mauvais crédit? Proverbe 22, verset 26 dit « Don't shake hands to guarantee a loan ». Donc, ne vous serrez pas la main pour garantir un prêt. Donc, est-ce que c'est sage d'avoir un co-signataire lorsqu'on a un mauvais crédit? À votre avis, Jean et Belle. Regardez, je vais répondre à cette question-là et je vais encore mieux répondre à la question que la personne a posée parce que je pense que je sais qu'il y a dans cette question-là, il y a un sous-entendu. Est-ce que je suis là? Oui, tu es là. Tu es là, Jean et Belle. C'est sûr que tantôt, on a parlé que lorsque tu as un mauvais crédit, on peut se mettre avec un membre de la famille ou avec un ami, tout ça, pour acheter tout ça en partenariat. OK? Dans le métier aussi, ce que les gens font, OK? C'est ce que moi, je décourage. En 12 ans de pratique, je ne l'ai jamais conseillé à personne. Ce que les gens font, oui, ils vont, ce qu'on appelle le prête-nom. Il y a beaucoup de courtiers hypothécaires qui vont conseiller aux gens de faire ça moyennant d'un certain argent pour dire, OK, quand tu n'as pas de crédit, tu achètes la maison sur ton nom, OK, puis avec le notaire, ils vont faire ce qu'on appelle une contre-lettre pour dire que oui, tu achètes la maison à ton nom, mais la maison m'appartient. Techniquement, ça, c'est une faute. Oui. C'est une faute, puis je le déconseille. Parce que la raison pourquoi que je le déconseille, même si que c'est l'autre personne qui achète pour toi, mais les frais de la maison, c'est quand même toi qui vas les assumer. Et je vais vous dire quelque chose. Très souvent, lorsque la banque vous dit que selon votre capacité, selon le taux d'endettement que vous n'êtes pas capable d'acheter, la banque a déjà pris en conséquence tout ce que vous avez selon votre salaire, tout ce que vous avez à payer. Et dans 95% des cas, là, les gens qui font ça, ils finissent par perdre tout. Ils perdent leur maison et ils perdent aussi
la mise de fonds qu'ils avaient, là, qu'ils ont travaillé pour avoir ça longtemps, là, ils l'ont tout perdu aussi. Là. C'est pour ça que je vous conseille, en fait, je vous déconseille fortement de ne pas embarquer de ce que les courtiers vont vous dire, les prête-noms, là, de ne pas embarquer là-dedans. Ouais, oui, je ne sais pas si ça répond à la question posée. Oui, ça répond. Ben là, on parle. Ben, parce qu'on ne parlait pas de prête-nom, parce que là, on s'entend, c'est tout oui, ça, je viens de l'amener, là, c'est juste pour clarifier, parce que la question, j'ai sous-entendu qu'il y en avait une autre. Non, non. Ben, en fait, la personne dit, est-ce que c'est sage? Ben, on parle d'opinion ici. Est-ce que vous trouvez ça sage? Moi, en fait, moi, je trouve que non, parce que, par exemple, moi, mon enfant, s'il ne peut pas se payer quelque chose parce qu'il n'a pas un crédit ou il n'a pas assez un haut salaire, moi, je trouve que c'est sage que je me prête garante en tant que sa mère. Je sais que c'est quelqu'un qui travaille fort, mais selon les normes sociétales, ben, on ne le croit pas, on ne le fait pas confiance, on ne pense pas qu'il va être capable de payer. Ben, moi, je trouve ça sage qu'en tant que mère, je connais cette personne-là, elle est proche de moi, je connais son éthique de travail, de me prêter co-signataire. Ce que je trouve pas sage, au contraire, c'est de juste co-signer n'importe qui, tu ne le connais pas, juste parce qu'il t'a dit co-signer, tu n'es pas sûr qu'il va payer. Moi, ça, je trouve pas sage, à mon humble avis. Mais là, on parle… Mais justement, c'est ce qu'on appelle le prête-nom. Très souvent, il y a beaucoup de courtiers hypothécaires qui vont envoyer malheureusement les gens vers cette option-là. OK. Mais vous, personnellement, est-ce que vous trouvez ça sage d'avoir un co-signataire lorsque la personne n'a pas un bon crédit ou qu'il n'y a pas de mise de fonds? Sage, oui. Lorsque c'est le parent qui co-signe pour ses enfants, tout ça. Et puis, comme que je vous disais tantôt, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi, deux bons amis qui se mettent ensemble pour acheter. Mais, comme que j'ai dit préalablement, il est toujours préférable d'avoir un écrit qui dise que lorsque ça ne va pas bien, comment on va séparer ça? Oui. Oui, de voir un notaire lorsqu'on… Exactement. Oui, c'est important. Perle, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Mais parce que à sa question, elle a rajouté un verset, Proverbe 22, verset 26. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir, je n'ai pas fait une étude sur le Proverbe 22, 26, donc je pense, à mon avis, qu'elle attend une réponse qui convient, qui répond à Proverbe 22, verset 26. Mais je ne peux pas, mais sans avoir étudié le verset, je ne sais pas si le verset correspond au contexte dans lequel on parle. OK, donc on va pas se diriger vers cette ligne. Il y a une autre question, si vous pouvez brièvement définir la différence entre un courtier hypothécaire et immobilier. Donc, Perle, si tu peux juste définir courtier hypothécaire et après, Jean-Hébel va définir courtier immobilier, puis on va Je vais faire ça court et simple. Courtier hypothécaire, c'est pour le prêt de l'immeuble. Courtier immobilier, c'est pour l'achat en fait, la recherche de l'immeuble. Jean-Hébel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? C'est clair. Prochaine question de Chris ici. Est-ce qu'on peut commencer un parc immobilier avec une maison unifamiliale? Jean-Hébel. La réponse est oui. La réponse est oui. Comme que Perle a dit, tout simplement, tu commences ça par une compagnie, tout ça. Le but, c'est d'investir, tout ça. Oui, la réponse est oui. D'ailleurs, tout parc immobilier commence par un. Ça prend un pour pouvoir aller chercher d'autres. Fait que la réponse est oui. Donc, oui, d'acheter sa maison, puis après de la revendre pour… Il y a plein de créativité, en fait. Il faut user de son cerveau pour trouver des moyens. Ça peut être un flip, mais pas que ça. Ça peut être, par exemple, transformer le sous-sol de la maison unifamiliale en duplex, en logement, ce qui va faire en sorte que ça devient un duplex. Okay. Parfait. Donc, il faut user de créativité, mais c'est possible. Immobilier pourrait le dire, mais il faudrait se renseigner, je ne sais pas. Okay. Donc, user de créativité, mais c'est possible. C'est possible. Tout à fait, c'est possible. Okay, parfait. Et on avait la famille d'Assigli qui avait levé la main pour une question. Est-ce qu'on a la famille d'Assigli encore en ligne ici? Bon, on va. Sinon, quelqu'un d'autre peut lever la main si vous avez une question ou clarification nécessaire.
Si personne a des questions, j'ai 2-3 questions en fonction de ce qui a été dit. Ma première question, ça allait, en fait, on a parlé j'ai souvent entendu dire qu'à Montréal, il n'y a pas de profit à faire. C'est pas rentable d'acheter pour faire un flip ou même essayer d'acheter un logement locatif à Montréal. Il n'y a pas de profit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes capable de clarifier? Ben, moi, je me suis souvent posé cette question. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens recherchent toujours Montréal. Il y a une réponse. En fait, à Montréal, c'est plus pour l'équité que tu vas avoir. Si tu achètes un logement, c'est plus pour l'équité et non pour le cash flow parce que en tant que cash flow, donc le cash flow, je vais revenir, je ne pense pas que j'ai donné une bonne définition très claire. Le cash flow, c'est le revenu net, ce qui veut dire ce que ton logement te rapporte, moins les dépenses, donc moins le paiement du capital et le service de la dette. Okay? Donc, c'est ça ton cash flow. À Montréal, le cash flow est très bas, voire inexistant, ça dépend. Okay? Tu peux perdre même de l'argent en achetant à Montréal. Mais ce qui est intéressant à Montréal, c'est l'équité que tu gagnes. Donc, l'équité, c'est la différence entre la valeur marchande de l'immeuble et ton solde hypothécaire. Donc, avec le temps, la valeur de la maison augmente, donc ton équité augmente. Ou aussi, sinon, avec les rénovations, aussi la valeur de la marchande augmente. Même si ton solde hypothécaire, tu viens de l'acheter, mais ce n'est pas grave, avec les rénaux, ça augmente. Donc, tu as une équité que tu peux aller chercher. C'est comme ça que les gens font, comme j'ai dit au début, ils achètent un triplex, par exemple, à rénover. Okay? Donc, une fois rénové, ils vont aller chercher l'équité et ils vont acheter un autre immeuble. Ça, tu peux faire ça facilement à Montréal. Mais à Chibougamau, par exemple, ça ne va pas te rapporter grand-chose. Peut-être qu'avec 50 000 de rénovation, tu vas gagner peut-être 10 000, 20 000 $ d'équité. Tu comprends? Mais à Chibougamau, par exemple, le cash flow est très, très bon. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui vont même jusqu'à, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié la ville, là, mais à 8 heures de Montréal. Abitibi? Encore plus loin, là, où est-ce qu'ils parlent anglais. Là. Mais en tout cas, Okay. ils vont aller là parce que le prix des maisons est 25 % moins cher, tandis que les logements, les locataires payent autant qu'à Montréal, quasiment. OK. Donc ça, le cash flow est très intéressant. Donc, je dirais, il faut voir si tu veux du cash flow ou si tu veux de l'équité pour répondre à la question. Encore avec les objectifs différents. Il y a une question d'un panéliste, Chris, qui dit, est-ce qu'il y a des courtiers immobiliers spécialisés en flip? Courtier immobilier, courtier hypothécaire spécialisés en flip? Ou est-ce que ce n'est pas vraiment une spécialisation? C'est pas une spécialisation. C'est pas une spécialisation. Dans le fond, c'est que moi, je travaille avec des entrepreneurs, puis je travaille avec beaucoup de gens qui cherchent des maisons à rénover pour flipper. J'en fais moi-même. Mais cela étant dit, je ne dirais pas que je suis un spécialiste de ça. Pas du tout. Le travail d'un courtier immobilier, c'est toujours trouver la maison selon les critères des clients. C'est sûr que si tu me dis... Oui, vas-y. Oui, c'est sûr que si tu me dis que tu veux trouver une maison pour faire 200 000 de profit, tout ça, là, tout de suite, je ne t'enverrai pas à Montréal. Là. Je ne t'enverrai pas à Laval. Mais on va trouver, on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin, on va trouver une maison, puis on va faire ça rapide, puis tu vas flipper la maison, tu vas mettre du tape à l'œil, et puis on va vendre la maison, puis tu vas avoir ton profit. Là. Mais il n'y a pas une spécialisation là-dedans. Là. C'est ça, il n'y a pas de spécialisation, mais moi, je dirais de vraiment parler, de poser les bonnes questions, soit à ton courtier immobilier ou à ton courtier hypothécaire, pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas déjà fait. Puis selon tes objectifs, ben, tu vas t'aligner avec celui qui t'intéresse le plus. Exactement. Donc, c'est important que tu sois clair avec tes objectifs, que tu dises ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux à long terme et pas juste je me cherche une maison puis de juste laisser les détails. Donc, tous les détails, ton plan, il faut que tu le dises à ton courtier pour qu'il
ils puissent bien te guider sur, bon, là, je ne vais pas t'amener à Montréal. Si tu m'as dit que ton objectif, c'est ça, si c'est ça que tu veux faire, bien là, on va se diriger dans… C'est exactement ça, comme Perle l'a dit tantôt, là, parce que si tu parles avec ton courtier hypothécaire, tu dis, mon but, là, c'est de vendre à l'intérieur d'1 an ou 2 ans et demi. Là. Ton courtier hypothécaire, il ne va pas t'amener vers un taux fixe de 5 ans. Fait qu'il va dire, OK, toi, peut-être c'est un taux variable d'1 an ou 2 ans. Oui, tu vas payer un petit peu plus cher en intérêt, mais par contre, lorsque tu vends, tu n'auras pas une pénalité énorme à payer à la banque. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un avait des questions ou commentaires? J'ai une question. S'il n'y a personne d'autre qui a une question, j'ai une question pour Jean Hébel. Au début de la présentation, j'ai parlé comme quoi que il y aurait pas comme c'est difficile de faire de la perte en faisant en investissant en immobilier, qu'il n'y a quasiment pas de perte. Ensuite, tu as dit que si tu sens qu'il y a une perte, tu n'en parles pas. Qu'est-ce que tu considères qui serait une possibilité de perte en immobilier? OK. Je vais reprendre ça. Je vais juste reprendre ta question par rapport à ce que j'ai dit. Lorsque j'ai dit que lorsque je sens qu'il va y avoir une perte, c'est lorsqu'on parlait, c'était la question pour l'investissement à l'étranger. C'était pour l'investissement à l'étranger. Mais lorsque tu achètes une maison ou, je ne sais pas, un plex ici à Montréal ou quelque part au Canada, tout ça, là, lorsqu'on n'entend pas perte, ça veut dire que tu vends la maison, tu l'achètes à 500 000, puis malheureusement, tu le vends à 400 000 ou tout ça, là, tu as une perte. Mais tout autant que tu ne vends pas la maison, parce que qu'est-ce que j'entends les gens dire présentement, c'est que si j'achète une maison aujourd'hui parce que le marché est super haut, tout ça, j'achète une maison, fait que si je veux le vendre dans 5 ans, je vais perdre. La réponse est non, tu n'es pas obligé de vendre dans 5 ans. Puis, lorsque tu as une maison, moi, je prêchais pour ma paroisse, OK? Je ne suis pas un conseiller financier. Un conseiller financier, eux autres, ils vont te dire comme, regarde, investis ici, investis là. Moi, une maison, je vais te dire, lorsque tu achètes une maison, lorsque tu l'entretiens, automatiquement que tu achètes une maison, la maison prend à chaque année minimum 2% de valeur. J'ai dit minimum, hein? Minimum. Mais par contre, si tu achètes une maison que tu ne l'entretiens pas, tu ne fais pas les choses de base nécessaires pour la maison, c'est sûr que ta perte, tu cours après ta perte. Mais lorsque tu fais les choses nécessaires, regarde, que le marché descend ou pas, ta maison, elle prend de la valeur. Là. Tu l'achètes à 500 000, dans 1 an, là, elle vaut plus que 500 000. Là. Dans 5 ans, tu vas pouvoir la vendre à 550 à 600 000. Là. Mais c'est de même aussi que, pour l'avoir vu, il y a des gens qui achètent une maison et puis, malheureusement, comme la maison, c'était juste un lieu comme pour habiter, puis ils n'ont rien fait là-dedans. Puis, à un moment donné, si tu as une plante, tu ne le nourris pas, la plante va mourir. Moi, je dirais aussi, il y a des pertes à faire. Ben, c'est sûr qu'il y a des risques de perte. Je donne un exemple. Si tu fais un flip, finalement, la maison ne se vend pas rapidement comme tu l'as prévu. Tu continues à payer les services de la dette. Donc, tu payes, puis tu n'es pas payé. Donc, ça, c'est un risque de perte. Il y a beaucoup de gens que ça c'est arrivé pour contourner ça. Okay? Ils ont loué la maison à la place de l'acheter. Okay? Puis, dépendamment de l'écart à compenser, ben, je ne sais pas s'ils l'ont loué 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Comme ça, tu rattrapes l'argent que tu aurais pu perdre. Puis à la vente de la maison, ben, tu es encore gagnant. Donc ça, c'est un procédé à faire. Mais aussi, tu peux avoir des pertes, mais il faut user de créativité pour ne pas perdre, finalement. Comme il a dit, tu n'es pas obligé de revendre. Mais si tu es dans l'incapacité, souvent, ceux qui perdent, c'est parce qu'ils ont mis tout leur espoir sur cet immeuble-là. Et vu que cet immeuble-là ne donne pas d'argent et ils dépensent sans avoir un retour, c'est là qu'ils sont obligés de vendre. Là, c'est un risque de perte énorme. J'ai une question de Chris qui demande cette question. Les maisons achetées en surenchère
peuvent-elles générer ce même 2 % de valeur? Par exemple, une maison COVID achetée en 2022, par exemple, 2021, qui vaut 400 000, mais achetée en surenchère à 500 000. Dans 3-4 ans, est-ce que vous pourriez estimer quelle serait sa valeur? Sa valeur va toujours augmenter. La façon que j'explique ça à mes clients, la maison qui est achetée dans le COVID à 100 000 plus haut que sa valeur marchande, cette maison-là, là, lorsque tu vas le vendre, tu vas le comparer à ces comparables qui se sont vendus, qui se sont basés sur le prix de cette maison-là pour la vendre. Ça veut dire que c'est pas vrai que le 100 000 que tu as payé de toi, là, que tu vas le perdre, parce que ta maison a déjà été servie de comparable pour vendre la maison d'à côté. Fait que lorsque tu vas vendre, c'est l'autre maison qui va se faire, d'à côté, que tu vas prendre comme comparable, qui va augmenter ta valeur. C'est si simple que ça, là. Parce que j'ai souvent entendu les gens dire ça, que oui, les gens qui ont acheté, lorsqu'ils vont vendre dans 5 ans, ils vont perdre de l'argent. C'est faux. Les prix des maisons, ils ne vont pas baisser. Les taux d'intérêt, les taux d'intérêt vont baisser, mais les taux des maisons, là, les prix des maisons, ça resterait pareil. Parce qu'il y a à peu près 10 ans, 10-20 ans, ce qui arrive à Montréal présentement, c'était la même chose à Toronto, là. Les gens, ils pensaient que les prix des maisons allaient descendre, là. Puis c'est toujours pas arrivé. C'est toujours pas arrivé. Est-ce que la valeur qu'ils vont prendre, dans le fond, la valeur, elle va augmenter plus lentement parce que tu l'as acheté en surenchère ou au même taux qu'une maison que tu as... Parce que si on compare, par exemple, on compare 2 maisons. Une, elle a acheté en plein COVID 100 000 $ de plus, mais l'autre, elle a acheté à plein prix, par exemple. Elle n'a pas surenchéri, elle a acheté au prix vraiment que ça valait. Dans 5 ans, si on compare ces deux, qui aura fait le plus de profit, par exemple? Est-ce que ça va être les deux? Ça va être égal? Je vous dirais exactement, ça va être les deux, parce que dans 5 ans, les prix vont augmenter encore. Dans 5 ans, lorsqu'on va faire l'analyse comparative, on va prendre des maisons qui se sont vendues dans 5 ans. Fait que c'est toujours comme ça. Il faut toujours analyser les maisons qui se sont vendues dans la dernière année pour avoir le prix de ta maison. Puis on va comparer les maisons qui se ressemblent. Fait que oui, la réponse c'est oui. Vous allez toujours avoir du profit sur votre maison, là. OK. Vous ne perdez pas d'argent. Vous ne perdez pas d'argent. OK, merci. Est-ce que, Perle, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Okay. Donc, je laisse une dernière chance pour les gens qui ont d'autres questions sur le chat ou bien vous pouvez lever la main si vous avez une dernière question ou commentaire. Tout a été répondu. OK, question de Chan. Est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer? Moi, Le courtier immobilier en moi va toujours dire oui, c'est mieux d'acheter. C'est ce que j'allais dire. Va toujours dire oui, c'est mieux d'acheter, surtout lorsque vous avez la capacité d'acheter. OK? Lorsque vous êtes capable d'acheter, c'est toujours mieux d'acheter parce que l'argent que tu vas mettre, je vais le dire ainsi, là, ça va vous faire rire, l'argent que vous allez mettre pour le loyer, là, ça va tout simplement m'aider, moi, à payer mes hypothèques, tandis que cet argent-là pourrait vous aider à payer votre hypothèque, là. Oui, je comprends. Et comme il a dit, tant et aussi longtemps que tu as la capacité d'acheter. C'est là que moi, la courtière hypothécaire qui parle va toujours dire ça dépend de ta capacité financière. Exactement. Parce que la fausse croyance, en fait, c'est de croire qu'une maison, c'est un investissement. C'est pas vrai. Une maison, c'est un investissement si tu as pensé à l'achat de ta maison. Si tu n'as pas pensé, tu peux perdre. Comme il a dit, si tu vends ta maison, puis tu la vends en bas de 5 ans, puis tu es perdant. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours à quelqu'un qui achète une maison, regarde qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison. Comme ça, si tu as à vendre à l'intérieur de 5 ans, tu n'es pas perdant, au contraire, tu es gagnant. Et ce n'est pas un flip. OK. Merci. Kendra, une question, si on peut, Douglas, si tu pourrais unmute Kendra, qui a une question pour nous.
Allô? Oui, Kendra? Oui, en fait, c'est Jay et Jay, Kendra. tu peux poser ta question. Donc, ma question est celle-ci. Quand on parle de approbation pour l'achat d'un immeuble, la formule dans les salariés et pour les immeubles, est-ce que vous pouvez parler de ce qui est pertinent pour les travailleurs autonomes? Je suis désolée, Jay, ta voix a coupé. Nos panélistes n'ont pas pu t'entendre. Ah, d'accord, je vais répéter. Donc, Oui. pour être préapprouvé pour un prêt hypothécaire, j'ai deux questions. Ma première question, préapprouvé pour un prêt hypothécaire en tant que travailleur autonome, c'est différent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et la deuxième question, c'est, on parle de prêt hypothécaire et de marge hypothécaire. Est-ce qu'on peut en parler également? Merci. Donc, première question, pour un travailleur autonome, des choses à savoir. Perle, courtière hypothécaire, est-ce que tu as des informations à nous donner à ce niveau-là? Oui. Donc, pour un travailleur autonome, le prêteur, ce qu'il veut savoir, c'est si l'activité du travailleur autonome peut être considérée comme une activité viable. OK? Donc, il y a des travailleurs autonomes, ils ne gagnent pas suffisamment, donc le prêteur ne va même pas oser regarder le dossier. Il faut aussi voir si le revenu est confirmé comme étant récurrent et continu. Et aussi, il faut que le revenu soit réaliste, continu du type, par exemple, du commerce ou de l'expérience de l'acheteur qui va acheter la propriété, de la capacité de l'emprunteur en comparaison avec les autres entreprises semblables du marché. Je te donne un exemple. Par exemple, des restaurateurs en plein Montréal, en plein COVID. Même si tu fais de l'argent, il va regarder le secteur de l'activité. Est-ce qu'il fait de l'argent? Ou est-ce qu'il y a des risques? S'il y a plus de risques, le prêteur va être plus réticent. Il va non seulement regarder tes revenus, mais aussi le secteur d'activité dans lequel tu es. Okay. Donc, c'est d'autant plus important pour un travailleur autonome d'aller voir un courtier hypothécaire pour vraiment l'orienter. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Donc, c'est important que le travailleur autonome aille voir un courtier hypothécaire parce qu'il faut vraiment qu'il analyse son cas dans les détails. Oui. OK. Il y a des courtiers hypothécaires qui vont te le dire parce qu'il y en a qui sont spécialisés pour justement les travailleurs autonomes parce que c'est plus de démarches à faire. Plus de démarches. Il y avait une autre question. Jay avait demandé, est-ce que vous vous rappelez de la question? La deuxième question, il avait demandé pour la marge hypothécaire, c'est ça? Oui, la marge hypothécaire, oui. Oui, je vais laisser la future courtière hypothécaire répondre à ça. En fait, ce que je peux dire, c'est que est-ce que tu parles de la marge de crédit hypothécaire? La différence avec le prêt hypothécaire, c'est ça? Est-ce que tu peux unmute Kendra, Douglas, s'il te plaît? Oui, tout à fait. C'est de ça que je parle, la marge de crédit hypothécaire. Ah, OK, c'est ça. Versus le prêt hypothécaire. OK, donc le prêt hypothécaire et la marge hypothécaire, c'est deux produits différents. Mais en fait, la marge hypothécaire rentre dans le prêt hypothécaire. C'est juste que dans le prêt hypothécaire, il y a plusieurs produits et la marge hypothécaire, c'est un des produits que offre la banque pour fournir ton prêt. Okay? Donc, la marge hypothécaire, c'est comme, à mon avis, moi, je ne le conseillerais pas trop parce que c'est plus de problèmes. Hein? C'est vraiment, c'est pas fait pour tout le monde. C'est du cas par cas, dans le fond, la marge hypothécaire? Dans le fond, là, pour clarifier ça, là, la marge hypothécaire, là, très souvent, écoute, la banque le propose, mais moi, je ne le conseille pas à mes clients parce que c'est comme si tu es en train de manger l'argent que tu es en train de payer sur la maison au fur et à mesure. Fait que plus que tu payes sur la maison, plus que tu payes ta maison, tu as de l'équité sur la maison, c'est plus tu as une marge hypothécaire élevée. Fait que, dans le fond, ta maison, tu ne le payes jamais. OK. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir une discipline lorsque vous décidez de prendre une marge hypothécaire, il faut avoir une discipline parce que c'est facile, là, comme tu payes, puis finalement, après 20 ans, la maison que tu as achetée à 200 000, tu as encore 300 000 à payer encore. Là. Donc, à qui vous suggériez
à quel type de clientèle vous suggériez la marge hypothécaire et non le prêt hypothécaire? Parce que là, vous semblez dire que c'est éloignez-vous de ça à tout prix, mais si ça existe, ça doit être pour une raison. À qui ça bénéficie? Ça bénéficie à la banque, mais Ah. ça peut bénéficier à quelqu'un qui veut investir comme on est présentement pour investir en immobilier. Tu peux utiliser ça aussi pour investir, tout ça, là, pour aller chercher plus de maisons, tout ça. Mais sinon, le grand gagnant, si tu ne le fais pas intelligemment, le grand gagnant, c'est la banque qui a toujours une maison. La maison leur appartient pour toujours. OK. Donc, la marge hypothécaire va seulement c'est plafonné à 65 % de la valeur de la propriété, tandis que si c'est un prêt hypothécaire normal, c'est jusqu'à 90 %, voire 95 % de la propriété. Donc, c'est pas tant, c'est juste 65 %. Donc, ce qui veut dire plus de mise de fonds. OK? Et non seulement, comme il a dit, là, c'est plus pour ceux qui veulent investir, que tu sais que dans 6 mois, voire 1 an, tu vas vendre et tu auras assez d'argent pour rembourser directement. Okay. C'est pas fait pour quelqu'un qui veut rester 2 ans et plus dans la maison. OK, merci. Et on va prendre la dernière question des Dassigli, s'il vous plaît. La dernière question, les Dassigli, on vous écoute. Douglas, si tu peux les... Oui, j'oubliais un peu le terme du début lorsque Jean et Belle parlaient par rapport à la co-signation avec la parenté. Est-ce qu'il est possible, si on a une mise de fonds, de jumeler la mise de fonds avec la le terme, je l'oublie. Est-ce que c'est possible de jumeler les deux pour prendre quelque chose de plus à plus cher ou si on veut faire un flip? Bref, est-ce que c'est avantageux, ça se fait, oui ou non? De jumeler la mise de fonds qu'on a déjà avec ce parenté, avoir une garantie. Dans le fond, oui, c'est la garantie que vous parliez d'au début. OK, le prêt tu parles le prêt collatéral. Oui, c'est ça avec la parenté, oui, la garantie. Moi, je vais vous répondre, je vais vous dire que il serait préférable pour vous de garder votre argent de côté puis d'aller faire financer à 100 % votre projet. Comme ça, l'argent que vous avez, là, si vous voulez investir ailleurs, vous pouvez investir encore là. OK, donc dans le fond, vous suggérez de co-signer et de garder la mise de fonds pour des projets futurs? Pour des projets futurs, s'il y a un bad luck, s'il y a quelque chose de rénovation que tu veux faire dans la maison, de garder ton argent. D'ailleurs, c'est ça le but, là, comme c'est la maison est financée 100 % puis tu ne paies rien, mais tu as de l'argent de côté comme pour investir, pour embellir la maison, pour les travaux. OK. Puis aussi, cette garantie-là, c'est selon la valeur, c'est 80 % de la valeur restante qui reste à payer de la maison ou de la propriété? Oui. Je vais laisser à Perle de répondre ça. Elle l'a répondu tantôt. Pour les prêts, oui, c'est 80 %. OK. Merci beaucoup. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est une garantie que la Caisse populaire va mettre sur la maison des parents, OK? Qui dit que, écoute, vous achetez un triplex à 500 000, 20 % c'est 100 000. Je garantis 100 000 du duplex de la maison des parents qui a déjà cette équité-là. Mais par contre, le fardeau des parents ne sera pas augmenté. Là. Vous avez une maison qui est financée à 100 % par la banque. Okay. Excellent. Merci beaucoup, Jean et Belle. Merci beaucoup, Perle Vital, pour ces précieuses informations. Ça a été très enrichissant. Puis maintenant, on sait vers qui se tourner. Hein? Très important d'avoir dans son entourage courtier hypothécaire et courtier immobilier. Je vais laisser la parole à Claudia pour clôturer le tout. Excusez-moi d'interrompre, Jean et Belle et Perle, je ne sais pas si vous donnez la permission aux gens qui ont assisté à la conférence de vous contacter. Si oui, est-ce qu'il y aurait une façon de vous contacter? Certainement, la réponse est oui. Mon numéro, vous pouvez mettre mon numéro dans le chat, qui est le 514-949-0794.
et tu es courtier immobilier. Oui. Exact, oui. Voilà. Parfait. Puis, Perle aussi, est-ce que tu veux qu'on mette tes coordonnées dans le chat? Oui. Ah, OK. Excellent. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à l'animatrice. Merci Nadège. Merci à Jean-Hébel, Valérie et à Perle d'avoir répondu à nos nombreuses questions. En fait, je pense que tout le monde, on va sortir, comme les Québécois disent, un peu moins niaiseux à soir. Donc, sinon, vraiment, là, waouh, je suis épatée, là. Donc, bon, je ne vais pas plus parler. Je vais prier. On va terminer là-dessus. Puis, voilà, encore merci. Adorable Père des cieux, merci pour toutes ces belles informations. Puisses-tu bénir chacun des panélistes, de l'animatrice, puis tous ceux qui ont pu participer, Seigneur, d'une manière quelconque à ce panel. Donc, puisses-tu nous accompagner et nous aider, Seigneur Dieu, à faire fructifier l'information qu'on a reçue aujourd'hui. Donc, accompagne-nous, je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à D'accord. tous. Oui, merci et bonne soirée. Merci d'avoir participé à cette conférence. Merci. Bye Merci. bye. Merci, Bye bye. bye-bye.